Bienvenue à Hockey le magazine. Jasmin, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Un entretien avec Éric Bélanger, ancien joueur de Ligue nationale de hockey, maintenant entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis. Il y a eu une belle aventure cette saison qui a commencé au niveau Midget 3A et on l'a rencontré. Très heureux de ce qu'il fait maintenant. On prend ça dans quelques minutes. Et toi, de ton côté? De mon côté, on parle des tirs voilés. L'importance de la position du joueur devant le gardien de but, comment il fait pour obstruer la vue de celui-ci afin d'augmenter l'efficacité du tireur. Hockey le magazine, c'est parti. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor passe à l'action. On a le plaisir cette semaine de recevoir Éric Bélanger à Hockey le magazine. Éric Bélanger, nouvel entraîneur-chef des Chevaliers de Lévis. Comment ça va dans cette nouvelle vie, Éric? Ça va bien, ça va vite. Job à temps plein, mais un défi que j'étais prêt à relever, puis je suis vraiment à la bonne place au bon moment. L'année dernière, les Chevaliers de Lévis, il faut en parler. Ils ont eu une saison incroyable, 41 victoires en 42 matchs en saison régulière. On en avait parlé d'ailleurs à Hockey le magazine. Comment tu as approché ça, toi, cette nouvelle saison-là? Parce que, bon, forcément, je suppose que tu as dit à tes dirigeants, là, je garantis pas 41 victoires encore cette année. C'est sûr que ça a été amené sur le tapis lors de mon entrevue d'embauche, mais écoute, la meilleure chose qui peut arriver de notre début de saison, d'une victoire, 5 défaites dans nos 6 premiers matchs, c'est que le record, là, il était plus là. J'avais plus la pression, puis j'en ai tellement entendu parler avant que la saison commence que j'avais hâte de perdre un match. C'est rare qu'on dise ça. Là. Mais juste au moins pour évacuer ce côté-là. Pour évacuer ça, puis je voulais créer l'identité de mes nouveaux joueurs. Les joueurs qui étaient là l'année passée, qui avaient peut-être des rôles un peu plus faciles, qui devenaient des leaders. Puis mes nouveaux joueurs qui se greffaient à la nouvelle équipe, les 15 ans qui s'amenaient dans un équipe de jeu supérieur, eux aussi, il fallait qu'ils trouvent leur identité. Puis je pense que ça a peut-être été une période plus difficile qui fait qu'on est rendu aujourd'hui une équipe plus complète. Ces joueurs de 15 ans-là que tu as amenés avec toi, forcément, eux, ils le savaient, ce qui était arrivé l'an dernier aussi. Ils avaient suivi dans la structure les Chevaliers. Sentais-tu qu'eux avaient une pression aussi, puis eux voulaient vraiment bien faire parce que l'an dernier, ça avait été incroyable? Oui, mais moi, je l'ai amené, j'ai amené du fun là-dedans au début de l'année. Je disais, hey, les boys, je suis pas menteur, là. J'aimerais ça d'en gagner 42, mais je pense pas qu'on va en gagner 42. Je pense que ça en a enlevé de la pression, puis on a gagné notre premier match, puis on a perdu tout de suite notre deuxième match, puis notre troisième. Fait qu'après ça, c'était fini, puis on pouvait se concentrer à ce que nous, on voulait devenir comme équipe. Tu en as parlé un peu au début de l'entrevue. Tu avais dirigé des niveaux un peu inférieurs dans les années précédentes. Cette année, comment tu as approché ce défi-là de prendre une équipe Midget 3A? Comme on dit, c'est de plus en plus le sommet de l'échelle, le Midget 3A. Bien, tu sais, j'ai commencé dans le Bantam avec la SSF. J'ai fait 2 années au Midget Espoir, perdu en finale, gagné en finale la Coupe d'Âge l'année passée. Je pense que j'étais rendu à aller à un autre niveau. J'étais prêt à relever un nouveau défi. Et puis, le poste s'est ouvert au bon moment. J'ai eu la job. Puis, comme entraîneur, je pense que j'étais en train de vivre le même feeling que quand j'étais joueur. Je veux gravir les échelons puis en espérant me rendre un jour à la Ligue nationale. Justement, ton passé de joueur, il faut en parler un peu quand même. Tu as joué tellement de matchs dans la Ligue nationale de hockey avec tellement d'équipes, il faut le dire, ça aussi. Qu'est-ce que tu penses que tu peux amener de différent peut-être à ces jeunes-là qui, eux, ils rêvent à l'LNH? Toi, tu y as touché, même tu y as été pendant longtemps dans la Ligue nationale. Est-ce que ça fait partie des discussions que vous avez parfois, que des joueurs t'en parlent? Souvent, j'amène mes expériences que j'ai connues, les joueurs auxquels j'ai joué. Si je vais donner des exemples d'un gars qui est bon sur le repli défensif, je vais utiliser Marian Ossa. J'essaie de ne pas retourner trop loin parce que les gars, ils connaîtront pas nécessairement pas. Mais j'ai tellement vécu d'expérience, j'ai tellement eu d'entraîneurs et de coéquipiers que mon bagage d'expérience de ce côté-là, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne un peu moins bien. Puis avec la nouvelle génération d'aujourd'hui, moi, je l'ai vécu d'une façon différente. Comme joueur, plus vers la fin, ça commençait à changer, mais au goût du jour, on va pas dire, là, les jeunes à cette heure, il faut que tu sois à l'affût, il faut que tu sois à l'écoute, puis ils veulent tous savoir. Puis avec la technologie, les vidéos, ces choses-là, bien, ils veulent savoir sur la glace, ils veulent voir les erreurs et les bonnes choses qu'ils font. Puis je pense que le hockey a tellement changé. T'es quasiment rendu un psychologue, là, c'est pas compliqué. Là. Les X puis les O, c'est pas mal toute la même chose. Là. Ouais. Mais je pense que le petit feeling là, que j'ai d'anciens joueurs m'aide beaucoup là, dans ce nouveau défi. En terminant justement ton passé d'ancien joueur un peu, tu as joué dans la Ligue de hockey Midget 3A il y a 25 ans maintenant. Je te rencontre aujourd'hui dans le cadre du Challenge Midget 3A. C'est un gros événement qu'il n'y avait pas à l'époque un peu. Parle-moi de peut-être cette différence-là entre les deux
2, Midget 3, ça a tellement évolué comme ligue, ça a tellement changé par rapport à quand toi, tu y as joué il y a 25 ans. Oui, bien, tout a changé. Il y a plus d'équipes. La technologie, on a tous nos ordinateurs. Les matchs sont filmés, les matchs sont découpés. Fait qu'on peut vraiment évaluer nos joueurs, faire l'individuel, des meetings de groupe avec les gars, voir où est-ce qu'on est rendu, les tendances des autres équipes. C'est vraiment une nouvelle génération. Puis la proximité des joueurs, puis l'encadrage que les joueurs ont, c'est quasiment professionnel. C'est quasiment comme le junior majeur, comme la ligne américaine, que je peux dire. Donc, ça l'a vraiment changé. Les joueurs, c'est pas comme dans notre temps où on était un petit peu laissés à nous seuls, là, mais à cette heure... Ils sont plus laissés à eux-mêmes. Non, c'est encadré avec l'école, les sports-études, dans le gym 2-3 fois par semaine, 4 pratiques par semaine, 2 matchs. C'est quasiment un job à temps plein pour eux aussi. Là. Ça te fait du travail occupé. Merci beaucoup, Éric. Merci. À la question de la semaine, cette semaine, on parle du match des étoiles parce que c'est ce week-end, Danny, le match des étoiles, il est au Enterprise Center de Saint-Louis. Et c'est un événement qu'on a reçu à Montréal à plusieurs reprises. Danny, c'est un événement qui est encore couru par les fans et que les gens apprécient beaucoup. Bien, en fait, c'est un événement qui est intéressant parce qu'on est très près des joueurs. Les joueurs sont relax, on les voit dans un autre contexte. Absolument, c'est détendu, tout ça. Donc, je pense pas qu'on va voir le match des étoiles pour la performance elle-même. Je pense pas non plus qu'on va voir le match des étoiles pour autre chose qu'avoir une signature, une photo, un contact privilégié et se rapprocher de ceux qui font le spectacle. Alors, on se demande cette semaine combien de fois l'organisation du Canadien de Montréal a-t-elle accueilli le match des étoiles? Est-ce que c'est A, 8 fois, B, 12 fois ou C, 16 fois? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause combien de fois l'organisation du Canadien de Montréal a-t-elle accueilli le match des étoiles. La réponse est B, 12 fois. La dernière fois, c'était en 2009, avec notamment notre collègue à RDS, Guy Carbonneau, qui était un des entraîneurs de ce match des étoiles. Mais Danny, ça fait longtemps que ça existe, le match des étoiles, et l'histoire de ce match-là, elle est spéciale un peu. C'est un peu spécial, parce qu'au départ, le match des étoiles, c'était... En fait, le match, c'est des matchs bénéfices qui ont commencé pour ramasser des fonds, soit pour des familles, joueurs blessés, fin de carrière, même des décès, ramasser des fonds pour ces familles-là. Et par la suite, l'événement est demeuré en place. On a continué à avoir cette fois des matchs à chaque année. Et c'est devenu un événement de ligue qu'on a prisé, qu'on a développé autour de reconnaissance pour les meilleurs joueurs de chacun des circuits. On retrouve une dernière fois cette saison Ève Crépeau, nutritionniste sportive. Ève, on a parlé beaucoup cette saison et depuis quelques saisons des repas. Comment fonctionnait le déjeuner, le dîner et le souper. Dans cette dernière capsule, j'aimerais ça qu'on parle un peu des collations, qui sont un autre aspect très important dans la nutrition de journée, que, bon, pas qu'on néglige parfois, mais qu'on a peut-être moins d'idées sur comment bien les faire, à quel moment bien les faire. Premièrement, d'abord, c'est très important. Je pense que les collations, tu vas le recommander comme nutritionniste sportive? Absolument, absolument. Parce que surtout pour un jeune qui a besoin d'énormément d'énergie dans la journée, si je veux pas 3 énormes repas qui ne seraient pas optimales de toute façon, j'ai besoin d'intercaler ça de collation pour avoir toute l'énergie que j'ai nécessaire dans ma journée. Puis ça va même m'aider à ne pas avoir de longs laps de temps entre les repas où là, je pourrais avoir des baisses d'énergie, manque de concentration à l'école, des choses comme ça. Donc, les collations sont vraiment importantes. Le mieux, ça devient quoi? Une fois 3 heures environ de manger le repas, puis 3 heures plus tard, collation, 3 heures plus tard, un repas vraiment? Tout à fait. De manger aux 2-3 heures, là, si possible, ce serait l'idéal. Est-ce qu'il y a une liste de collations, par exemple, une liste d'éléments que tu peux prendre, peu importe cette collation-là, on la prenne le soir ou le matin, ou il y a vraiment des collations que tu dis, celle-là, c'est une bonne collation, mais si on la prend le matin ou l'après-midi, pas le soir, par exemple, et inversement? Je dirais, de façon générale, ça ne dérange pas, peu importe quelle collation je prends quand. Une bonne collation va avoir 2 choses. Va avoir des glucides, des protéines. Des glucides pour me donner l'énergie nécessaire de fonctionner, des protéines pour me soutenir plus longtemps. Parce que si je mange juste des glucides, par exemple juste une pomme, ça se peut que j'aille faim très rapidement après ça. Si je mange une pomme avec un morceau de fromage, par exemple, ça va me soutenir plus longtemps. Ça va être une collation qu'on dit plus équilibrée. Donc, ça peut être un fruit avec du fromage, ça peut être un mélange de noix, fruits séchés, ça peut être du yogourt grec avec des granolas, ça peut être un smoothie. Ça peut être un morceau de bagel avec du fromage. Bref, c'est assez vaste ce qu'on peut faire, mais gardez toujours en tête glucides et protéines pour une collation qui est saine. Je suppose qu'il y a un enjeu aussi de gérer la quantité de protéines que tu prends, sachant qu'on va en prendre quand même beaucoup dans les repas des protéines. On veut en prendre dans les collations, mais il doit y avoir un enjeu aussi de ne pas trop en prendre et de l'étaler de la bonne manière toute la journée. Bien, c'est pour ça qu'on ne veut pas en prendre trop au repas, puis c'est facile d'en prendre trop au repas. Je te dirais une portion là, normale de viande, ça va être à peu près l'équivalent de ma paume de main, donc un paquet de jeux de cartes.
Au-delà de ça, c'est trop déjà. Donc, j'aime mieux en mettre dans mes collations pour que ce soit mieux réparti que d'avoir des énormes repas puis des petites collations. C'est peut-être un peu de démystifier le côté repas-collation, en fait, puis que ça devienne peut-être 6 moments où tu manges dans la journée sans nécessairement l'axer sur, bon, ça, c'est un repas et ça, c'est une collation comme telle. C'est juste 6 moments où tu manges dans la journée. Tout à fait. Tu sais, on parle souvent de 3 repas, 3 collations, mais il n'est pas écrit nulle part qu'on est obligé d'avoir 3 repas, 3 collations. Je pourrais avoir 2 repas, 4 collations. Le concept, c'est de manger le plus souvent possible dans la journée, sans mettre un mot nécessairement. Bon, ça, c'est un repas, donc je vais en prendre plus. Tout à fait. Je pourrais manger comme collation un demi-wrap, un demi-sandwich, quelque chose de plus consistant qui pourrait être perçu comme un repas pour quelqu'un d'autre, mais peu importe, peu importe comment on l'appelle, l'important, c'est de manger régulièrement, d'avoir toujours des sources de protéines, toujours des sources de glucides, des légumes idéalement ici et là. Et là, j'avoir un repas qui est, en fait, une journée qui est équilibrée au niveau de la nutrition. Puis je suppose qu'il y a un enjeu aussi, en terminant, de le noter par rapport aux entraînements, par rapport à ce que tu as à faire dans ta journée, de bien, on va dire, calibrer ça là, dans ta journée pour que tu puisses avoir le maximum d'énergie au moment où c'est opportun de l'avoir, que ce soit à l'entraînement le matin ou à un match de hockey le soir, Tout à fait. Le autour de l'entraînement va être très important. Donc, oui, les collations sont importantes dans la journée, mais le avant, pendant, après l'entraînement est le moment le plus crucial pour un athlète, pour un sportif. Je veux vraiment m'assurer d'avoir une collation qui va me donner de l'énergie avant, donc surtout des glucides, facile à digérer. Si mon entraînement est plus d'1 heure, 1 heure et demie, d'avoir des glucides pendant, ça va être très important, que ce soit avec des boissons pour sportifs, un fruit, des petites barres fruit to go, des trucs comme des barres de fruits, et après, de bien récupérer. Donc là, je vais avoir des glucides, des protéines, par exemple le fameux lait au chocolat, mais ça pourrait être un smoothie, ça pourrait être un yogourt grec avec des fruits. L'important, c'est le avant, pendant, après va être super important. Ça va être sous forme souvent de collation, mais des fois sous forme de repas. Tu sais, mon pré-entraînement pourrait être mon déjeuner, mon post-entraînement pourrait être mon souper. L'important, c'est d'avoir quelque chose à ce moment-là. C'était un plaisir, encore une fois, cette saison. Merci beaucoup, Ça me fait plaisir. Ici Samuel Blais de l'organisation des Blues de Saint-Louis. Vous regardez Hockey le magazine. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour Éric, cette semaine, écoute, depuis le début, là, tu as réussi quand même à me surprendre une couple de fois, là, mais là, tu m'arrives avec des semelles. Moi, les semelles, moi, je fais de la course à pied. Fait que les semelles, c'est correct, là. Super feet, moi, pour la course à pied, ça va. Mais les patins, c'est la première fois que j'en entends parler. Ah oui. Mais c'est souvent un item qui est négligé quand on fait l'achat de patins. Ben oui. Puis c'est tellement important. Le transfert d'énergie, cette insertion dans ton patin, ça fait toute la différence. Bauer CCM font d'excellentes semelles qui viennent avec leurs patins, mais Superfeed qui se spécialise vraiment dans les semelles, c'est ça qu'ils font dans la vie. Ils font des semelles, ils étudient les semelles. Donc, ça fait vraiment une différence quand on insère ça dans n'importe quelle paire de patins. Je vois qu'il y a il y a vraiment des zones pour accrocher, accrocher après le patin ou en tout cas aux extrémités. Tu parlais tout à l'heure de transfert d'énergie. C'est évidemment souvent là, dans la partie centrale, dans l'arche du pied. Oui. Donc, ceux qui mettent trop d'énergie ou trop de pression sur le bout de leur patin, c'est pas des patineurs efficaces, right? Non, effectivement. Donc avec l'insert de carbone qui est à l'extrême arrière, donc ça fait toute la différence. Quand tu fais tes push, tes poussées en patin, donc comme je te dis, le transfert d'énergie est direct. C'est comme un prolongement de ton pied, pratiquement. Super intéressant. Alors ici, Éric, tu nous amènes des lames, on compare des lames. Carbone, ils ne sont pas de la même couleur, pas de la même forme. Il y en a évidemment une qui vient d'une compagnie, une de l'autre. Parle-nous un peu des caractéristiques de chacune, puis pourquoi choisirais une plutôt que l'autre, là? Bien, en fait, la LS5 que tu as en haut, celle en carbone, c'est avec les patins Bauer haut de gamme. Okay. C'est une lame qui est en carbone, donc il y a une meilleure grip sur la patinoire. LS5, elle, ça c'est vraiment, en tout cas, dans la Ligue nationale, on en voit beaucoup, là, des LS. Hein? Exactement. Puis tu en vois de plus en plus des lames de couleur noire, parce que la couche qui est sur le dessus de la lame est différente des lames comme LS3 ou LS2. Donc, beaucoup plus d'adhérence. Très durable. Même donc, l'affûtage reste plus longtemps, j'imagine aussi. Un petit peu plus longtemps, effectivement. Oui. Puis maintenant, les joueurs portent de plus en plus attention. Puis tu dois sûrement le voir dans les arénas professionnels. Les joueurs portent de plus en plus attention à leur lame. Puis ça peut vraiment faire une différence. Éric, moi, quand j'amène mon auto au garage, je rentre ça là, je sais qu'est-ce que ils vont s'occuper de moi, les pneus, les changements d'huile, les filtres, l'ordinateur, ils regardent tout ça.
Mais le garage ici, vous offrez quoi comme service? C'est une comparaison extraordinaire, Danny. C'est vraiment similaire. Ouais. Donc, tu arrives avec tes patins. Ici, c'est comme rentrer au garage avec ta voiture. On offre une multitude de services. Puis de plus en plus, les joueurs sont conscients, ou du moins, on essaie d'éduquer les joueurs de hockey à savoir c'est quoi leur coupe. OK. C'est-tu une demi, un quart, 5-8, Ouais. tout dépendant des joueurs. Surprenamment, il y a beaucoup de joueurs qui ne savent pas vraiment. Donc, c'est vraiment important, puis ça fait toute la différence. Quand tu as la bonne coupe, ça t'aide à performer pendant tes matchs. En plus de ça, j'imagine aussi que vous les aidez à propos de l'entretien, pour qu'ils comprennent un peu mieux comment utiliser pour optimiser leur équipement, avoir le maximum de rendement. Bien, si tu l'entretiens comme il faut, bien, on vient à la voiture. C'est un peu le même principe. C'est la même chose. Si tu fais un entretien assez sérieux de tes patins après chaque utilisation, en même temps, tu vas prolonger la durée de vie. Oui, c'est important parce que quand même, les patins sont assez chers. Exactement. Et Éric, la semaine prochaine, on va parler des sacs d'équipement, d'entretien d'équipement et d'hygiène parce que c'est quand même un enjeu assez important là, avec les fameuses poches de hockey, comme on les appelle. Exactement. Hi, I'm Max Pacioretty, and you are watching Hockey Le Magazine on RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Mathieu, cette semaine, tu nous amènes un peu dans ton... c'est ton jardin, hein? Toi, quand tu jouais, t'aimais ça venir te stationner ici. Un grand gars, faire dévier des rondelles, c'était ta tasse de thé. Effectivement, cacher la vue du gardien, être une présence devant le filet. On va vous montrer comment le faire parce que des fois, c'est facile de tomber dans... de donner la vie facile au gardien de but. C'est-à-dire? Exemple, souvent, on va avoir tendance à être à côté de la ligne de tir. Le but, c'est comme si moi, je gardais les buts. Je veux garder la rondelle, je veux cacher le but de la rondelle. En même temps, je vais cacher sa vue. Puis l'erreur qu'on fait, on va se mettre de côté, on va essayer de faire dévier la rondelle avec mon bâton comme ça. Puis la seule chose qui va arriver, c'est lui, je vais lui faire dévier la rondelle soit dans le haut de son corps ou sur ses pads. Si je me place face au tireur, bâton sur la glace, où est-ce que je peux faire dévier mes rondelles, et aussi à un bâton de distance du gardien. Si je suis trop près, lui, il peut voir au-dessus de mes épaules. Plus je m'éloigne, comme ça, je cache sa vue. Et aussi, s'il y a un rebond, je suis en mesure de pouvoir pivoter et la récupérer. Parfait. Donc, l'idée, c'est de rendre la vie difficile au gardien. Voyons ce que ça va donner. Alors déjà, le gardien de but est beaucoup mieux placé. Les déviations sont plus courtes et ça permet au gardien d'être beaucoup plus dans l'axe pour faire l'arrêt et de travailler adéquatement. Juste un détail. Quand je veux faire dévier la rondelle, je ne suis pas obligé de toujours manquer en avant. Je peux mettre une cible pour le défenseur pour qu'il puisse envoyer un lancer rapide pour pouvoir faire dévier la rondelle et essayer d'éviter de faire dévier la rondelle comme ça. Là, présentement, on arrête la rondelle. Si je veux faire dévier la rondelle, je vais utiliser ma palette. Fais-moi juste un petit tir-passe. Faire dévier la rondelle sur le côté. C'est sûr, plus je suis prêt, plus ça va être facile. Un peu plus loin, c'est un peu plus difficile. Mais assure-toi de ne pas arrêter la rondelle. Go! 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 Bonne déviation, ça. Belle cible, belle cible. Comme il y a beaucoup de bagarres le long des rampes, des situations de bagarres territoriales, récupérer rondelle, souvent on envoie la rondelle au point d'appui et là, les joueurs convergent vers le filet. Oui, puis on va demander d'avoir la palette sur la patinoire. Pourquoi? Souvent, le défenseur n'a pas nécessairement la ligne de tir. OK. Là, on va élargir le filet. Ça peut être du bas de la zone ou même du haut de la zone, où est-ce qu'on va demander au défenseur de faire une passe très vive sur la palette du joueur qui s'en va vers le filet et celui-ci va juste la faire dévier. Ce qu'on appelle dans le langage courant le tir-passe. Exactement. Avec une redirection, changement de direction. Alors, on vous regarde travailler 2 points de déviation, le bas de la zone et le haut de la zone. Exactement. C'est parti. Présente le bâton. Bonne déviation. Descends ta main sur ton bâton. Et on va au retour.
Souvent, ce lancer-là va créer un retour. C'est important de suivre la rondelle des yeux, foncer sur notre retour. C'est parti. Bâton sur la glace. C'est parti. Go. Là, les gars, je vous ai vu à certains moments, vous tournez le coin, vous sortez de l'arrière, vous sortez du coin de la patinoire, vous emmenez ici et vous placez votre bâton comme ça. J'ai la moitié du filet que je viens de perdre. Si je sors du coin, et je suis comme ça, j'ai tout le filet pour travailler. Donc, je m'aligne sur le poteau, je cherche une déviation. C'est sûr qu'automatiquement, j'ai beaucoup plus d'espace pour faire dévier la rondelle que si je suis dans le centre. Je vais vers le centre, mais je commence à l'extérieur. Comme ça, vous donnez le maximum d'angle. C'est parti. Bonne action. Alors, en résumé, il y a des éléments pour les joueurs, pour le gardien de but, bien sûr, de bien juger la distance de l'adversaire lorsqu'il est en situation de déviation, de toujours regarder si c'est un gaucher ou un droitier. Ça va bien sûr te donner une information ou tout au moins te permettre d'avoir un meilleur jugement sur les possibilités de déviation. Et parlant de déviation, les joueurs doivent faire. Exactement. Les joueurs doivent absolument, aussitôt que la rondelle va au point d'appui, je converge vers le filet. Si j'ai mon bâton dans les airs, là, j'ai plus d'options pour mon défenseur. Je veux aller mettre un écran devant le gardien de but, mais pour m'y rendre, je dois avoir mon bâton sur la glace, offrir une cible. Et par la suite, un coup que je suis rendu au filet, là, je vais me placer devant le gardien de but, comme si j'affrontais la rondelle. Bâton en avant, encore une fois, toujours bâton sur la glace. Exactement. Vous en voulez encore plus? RDS.ca/Play 360. Alors, c'est déjà tout pour cette semaine. Jasmin, qu'est-ce que tu auras pour nous la semaine prochaine? Un entretien avec Marc-André Ronda, entraîneur-chef des Gaulois de Saint-Hyacinthe au niveau Midget 3, qui ont une grosse saison parce qu'eux, ils vont recevoir la Coupe TELUS, le championnat national Midget, au mois d'avril. Alors, on les a rencontrés un peu pour parler de cette grande saison. Et toi, de ton côté? Bien, de mon côté, la transition à partir de la zone neutre. On sait à quel point les entraîneurs ne veulent pas que leurs joueurs échappent les rondelles en zone neutre, mais lorsque ça arrive, comment on fait pour en profiter et relancer l'attaque efficacement? Tout ça, bien sûr, pour optimiser le travail des défenseurs. Alors ça, c'est la semaine prochaine. Hockey le magazine vous a été présenté par le Trio Hockey, l'ultime méga magasin de hockey. En collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec, et Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action.